Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette conversation. Avant de laisser la parole aux artistes, donc Aurore Bagari et Karim Kal avec Pascal Boss, je voulais simplement dire un mot très rapide au nom des Ateliers Médicis. Donc les Ateliers Médicis qui portent la commande photographique nationale Regard du Grand Paris avec le Centre national des arts plastiques. Simplement vous annoncer que nous travaillons sur une grande exposition, la première grande exposition des œuvres de la commande, au mi-temps des 10 années que nous nous sommes donnés. Cette grande exposition ouvrira le 23 juin en 2022 au Magasin Généraux à Pantin et dans plusieurs endroits du Grand Paris. Voilà, évidemment, tous les détails sont à venir au début de l'année prochaine et nous espérons vous accueillir toutes et tous à cette occasion. J'oubliais, pardon. À l'occasion de cette exposition, nous publierons un ouvrage avec les éditions textuelles qui ont également un stand sur Paris Photo. Merci. Merci Clément et notre partenaire, les Ateliers Médicis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence dans ce beau contexte qui nous rassemble par une passion commune. Pour ce moment de dialogue avec deux artistes, deux photographes qui ont participé donc à ce grand programme de commande qui s'intitule Regard du Grand Paris. Un programme de commande qui s'établit sur 10 ans et qui approche une multitude de formes de vie. Des formes de vie pas forcément les plus visibles. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Grand Paris, on pense tout de suite grand projet, urbanisme, ville, décisions politiques, cartographie administrative, géographie. Et dans le déploiement des 5 années successives de ce programme de commande photographique, les photographes nous ont proposé des projets qui nous amènent à approcher des formes de vie, des manières dont des êtres humains, non humains, s'établissent en un lieu, construisent des relations, s'épanouissent, et la manière dont ces lieux accueillent ces formes de vie. L'art photographique permet de produire une connaissance sur des choses que nous ne connaissons pas forcément et que pourtant nous côtoyons au quotidien, là où nous vivons. En l'occurrence, ces formes de vie, elles sont souvent invisibles, invisibilisées, marginalisées. Elles souffrent de déficits de représentation, qu'elles en soient conscientes ou pas. Et c'est l'un des axes forts de cette commande dans la manière dont elle se déploie à travers les propositions des artistes qui y participent. Concrètement, il y a un appel à projet chaque année auquel répondent un certain nombre de photographes établis sur la scène française. Et puis un comité scientifique en sélectionne au minimum 6 par an, 7 parfois, la première année 10. Et puis tout cela constitue un corpus qui s'augmente chaque année et que nous présenterons, ainsi que le disait Clément, une première fois au mi-temps de ce programme l'année prochaine. À l'invitation de Paris Photo et en vous remerciant pour cette invitation, nous avons invité Aurore Bagari et Karim Kal à venir partager avec nous leurs expériences de déploiement d'un travail qui se constitue dans le contexte de la commande. Une commande, pour nous, au CNAP, et en dialogue très proche et dans la même conviction avec les Ateliers Médicis, ça consiste non pas à indiquer aux photographes quoi photographier et comment le photographier, mais c'est vraiment pour nous conçu comme une invitation à travailler sur des sujets qui leur importent, sur un plateau de recherche déjà établi ou inédit pour elles et eux, et avec une confiance qui leur est donnée, un financement pour développer ce travail, puis le produire, puisque la finalité d'une commande, c'est la production d'œuvres qui entrent à l'issue de ce temps de création dans les collections du Centre national des arts plastiques.
Pour nous, au CNAP, la commande, c'est une manière très privilégiée de construire notre collection, d'enrichir ce grand patrimoine partagé d'une collection créée en 1791 par les révolutionnaires et qui était au fondement de la notion de patrimoine, une notion très forte qui nous rassemble ici en France, autour de l'art, des formes, des idées et d'une culture commune que nous construisons ensemble, que nous partageons. Et donc cette commande, elle participe depuis très longtemps à la construction, à l'enrichissement, à l'augmentation, à l'actualisation de cette collection, notamment pour la photographie, puisque s'agissant d'art photographique, la pratique de la commande est de manière longue inscrite dans les pratiques. Elle a évolué. On a toutes et tous en tête des grands moments qui ont nourri l'histoire de la photographie que nous chérissons à travers des programmes de commande. Et c'est véritablement toute notre ambition en développant ce programme sur une dizaine d'années. Voilà, donc Aurore Baghari et Karim Kal sont avec nous ce soir, sans doute notamment, au-delà du fait qu'elles et ils ont participé à ce programme, j'ai pensé que c'était intéressant de les rassembler, notamment à travers une manière qu'Aurore et Karim ont eu de proposer et de développer leur travail sur une trajectoire. Chacune et chacun de manière différente, mais sur une ligne de traversée d'un territoire et d'examen attentif à travers leur sujet, de la façon dont on pouvait décrire un territoire urbanisé à travers des formes très visibles ou invisibles. En l'occurrence, Aurore nous a proposé un projet qui répond directement à l'intitulé de ce programme, puisque Aurore a proposé, à travers les formes de l'eau, de travailler sur cette apparition, sur une ligne que je vais t'amener à nous décrire, de petites formes architecturales qui s'appellent des regards. Alors, comment ça s'est construit, Aurore, ce projet de travailler, et qu'est-ce que sont ces regards auxquels tu t'es intéressée? Ça marche, oui. En fait, pour l'année où j'ai participé, c'était l'année 4. Le sujet, en fait, chaque année, il y a des sujets qui portaient sur quel avenir commun. C'était... pardon. Quel avenir commun. Et donc, en fait, j'ai décidé de travailler sur l'eau comme élément observable parce que je trouvais que, en fait, il y avait un parallèle intéressant qui pouvait se faire entre l'eau et la photographie, parce que l'eau peut avoir des qualités qu'on peut prêter aux photographies. Déjà, elle a un caractère transparent, comme une image photographique qui est mécanique, qui peut parfois être approchée, très collée au réel, en fait, comme une empreinte du réel. Et en même temps, l'eau crée un trouble. En fait, l'eau n'est pas pure. En fait, c'était un peu mon idée, c'était de déconstruire l'idée d'une eau qui serait originelle, qui serait pure, mais en fait qui porte en elle des impuretés et de par ces impuretés va construire des formations géologiques, va obscurcir en fait, est un élément en fait qui est ambivalent, paradoxal et en fait comme une image photographique qui est à la fois collée au réel et en même temps qui porte sa part d'artifice. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais la série dont tu parlais, en fait, donc pour traiter ce sujet de l'eau, en fait, j'ai très peu photographié l'élément aquatique en tant que tel, sous sa forme liquide, mais plutôt les traces, les sédiments, en fait, laissés par elle, parce que le bassin parisien a ceci de particulier, c'est qu'en fait, il a 250 millions d'années. Il a été construit par vagues de sédimentation, en fait, par des traces des anciens océans qui ont laissé des couches successives, en fait, comme un millefeuille. Et mon idée, en fait, c'était de faire une sorte de chemin arrière et de partir, en fait, des profondeurs de l'océan jusqu'à des préoccupations plus contemporaines
Voilà. Donc, il y a donc j'ai découpé en 3 temps. Donc il y a une série sur la géologie du bassin parisien, et puis une autre que tu évoquais sur les regards. Voilà, parce que si tu veux, je peux les montrer. Oui, le travail est construit en plusieurs corpus, en chapitres qui s'assemblent dans le cadre de l'exposition. Ouais. Voilà, merci de nous montrer les regards qui sont à proprement parler ces petites formes architecturales qu'on peut retrouver. Oui, donc oui, parce que pour moi, donc l'eau a cet aspect opaque en fait, parce que l'eau réfléchit la lumière. En fait, on voit pas à travers, et comme ces regards en fait, qui sont en fait des points d'accès pour les aqueducs, en fait, comment dire, pour vérifier leur état. Et donc je voulais jouer sur la polysémie du mot regard, qui est à la fois un accès qui va rendre visible l'eau, et en même temps qui va le cacher, comme la photographie qui va rendre visible quelque chose et en même temps occulter une autre partie. Voilà. Et en fait, ces regards aussi sont intéressants parce qu'en fait, ils ont été construits au XVIIe siècle, donc au moment où il y a des problématiques en fait dans Paris d'accès à l'eau. Les Parisiens, en fait, c'était environ 300 000 à cette époque-là, et il y avait des problèmes d'accès à l'eau, les fontaines se tarissaient. Et donc Henri IV avait décidé de construire cet aqueduc Médicis, pour donner accès aux Parisiens à l'eau. Mais en fait, sa femme, Marie de Médicis, quand il a été assassiné en 1610, a repris cet ouvrage et l'a détourné en fait, pour alimenter les fontaines du Luxembourg. Donc l'eau, déjà au XVIIe siècle, il y avait un enjeu politique autour de l'eau, économique, c'est-à-dire que c'était surtout les personnes qui avaient des biens, enfin qui étaient riches, qui pouvaient avoir accès à l'eau. Et donc voilà, il y avait toute cette dimension importante sur sur les enjeux même actuels, contemporains, sur l'eau comme ressource. Et avec un langage photographique, en l'occurrence ici typologique, systématique, que l'on peut reconnaître bien sûr, qui construit donc non pas la totalité de ces regards, mais un petit regroupement. Oui. Et puis une manière, à partir de cette manifestation de la circulation souterraine de l'eau, de travailler non pas seulement horizontalement sur cette ligne de trajectoire, mais aussi d'aller explorer les strates verticalement. Oui. Du coup, pardon. oui, pardon. Du coup, je retourne en arrière. Tu peux retourner en arrière. Oui, donc en fait, ce qui est emblématique aussi par rapport au bassin de Paris, par rapport à la géologie parisienne et ses relations à l'eau, c'est qu'elle a été beaucoup étudiée. Elle a été étudiée notamment par le scientifique Jean-Baptiste de Lamarck, qui grâce à l'étude des coquilles, donc là j'ai été au Muséum d'histoire naturelle, donc j'ai photographié quelques spécimens remarquables de fossiles qui ont été trouvés dans le bassin de Paris. Et donc en fait il a démontré, toujours par rapport à cette idée comme une eau qui serait pure, originelle, en fait il a démontré qu'en fait qu'il n'y avait pas eu de déluge. En fait il a remis en cause la fixité des espèces, et que l'eau en fait est un mouvement et se déroule sur un temps très très long. Donc c'est impossible en fait qu'il y ait eu un déluge. En fait toutes les espèces, c'est la théorie de l'évolution, hein, donc voilà, ont mis un temps très long à évoluer, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc en fait aussi mon idée c'était de montrer par ce projet qu'il n'y a pas de mauvais, de bon passé, en fait, que l'idée que l'eau serait dans le passé aurait été pure, bonne, et qu'aujourd'hui face à la mondialisation, face au fait que les villes deviennent de plus en plus tentaculaires, qu'on consomme énormément, qu'il y aurait un mauvais futur. En fait, l'idée, c'est pas de porter un jugement moral sur notre utilisation de l'eau, mais plutôt de montrer qu'il s'agit d'un mouvement, et que ce mouvement de l'eau aussi nous permet de nous améliorer, de réfléchir aussi sur quel avenir, donc par rapport à la thématique, sur quel avenir on voudrait construire ensemble, et comme ça aussi à améliorer. Comme l'eau comme un mouvement. Il faut dire qu'il y a dans ton travail une approche
déjà longue d'études, de recherches sur ces différentes manifestations du monde minéral et des formes de vie qu'elles véhiculent, puisqu'on peut peut-être le dire, tu as travaillé longtemps sur des glaciers. Oui. On peut voir ton travail ici dans la foire sur le stand de la galerie Sit Down, par ailleurs. Et donc tu as travaillé longtemps sur ces formes de concrétion, de construction sur un temps très long, géologique. Oui, du coup, c'est vrai que cette série s'inscrit par rapport à deux autres travaux que j'ai menés précédemment sur les glaciers du massif du Mont Blanc, où j'ai fait un inventaire des différents glaciers qui composent ce massif et sur leur évolution actuelle face au réchauffement climatique et sur les paysages en fait, qu'ils découvrent au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai fait un autre travail sur le littoral de la Manche et sur le thème de l'érosion maritime. Alors il faut qu'on envisage avec toi, puisqu'on a placé ça ensemble dans le diaporama, les différentes catégories d'images. Et puis je ne sais si c'est déjà le moment d'aller vers cela, mais la verticalité ne se contente pas de descendre dans les profondeurs physiques et temporelles de ton sujet, mais aussi de faire une envolée poétique et concrète vers les cieux, vers le cosmos. Oui, alors ça c'est important de montrer cette. C'est dans c'est la fontaine de Marie de Médicis qu'elle avait construite comme aboutissement de l'aqueduc de Médicis. Voilà le point de finalité. Et puis voilà. Ça c'est le point final. Donc mon idée était de décomposer cette série en 3 temps. L'eau comme sédiment. L'eau comme enjeu pour les villes en fait, d'alimentation avec les aqueducs. Et enfin, le 3e temps, en fait, c'était sur l'eau à l'état gazeux. Mon idée, c'était de faire une sorte de cycle avec ces différents états de l'eau comme un retournement ensuite vers la Terre, vers la géologie, en fait, de regarder le cosmos pour ensuite regarder la Terre. En fait, cette série finale, je l'ai réalisée pendant le confinement. Parce que du coup la commande est tombée à ce moment-là et il y a aussi cette dimension de l'eau comme présage, comment dire, on va regarder vers le ciel pour essayer de comprendre notre avenir. Et donc voilà, c'était sur les constellations aquatiques, parce qu'il y a plus beaucoup de constellations aquatiques. Donc là c'est la constellation du Cygne et puis et là ici c'est la constellation du Dauphin. Enfin bon, faut la chercher. Comment ont été photographiées ces vues de l'univers Comment ont été photographiées ces images avec donc en fait toute la série en fait je les ai réalisées à la chambre au grand format, donc c'est en argentique. Et puis cette série sur les étoiles, je l'ai faite en numérique parce que les capteurs en fait numériques permettent de mieux capter toute la subtilité des étoiles. Voilà. Merci beaucoup Aurore pour cette traversée du projet où il y a beaucoup plus d'images, on pourra y revenir. Merci beaucoup pour Aurore et on va continuer à parler ensemble et simplement en passant la parole peut-être maintenant à Karim sur une autre trajectoire là encore sur le territoire du Grand Paris avec le travail Lingde. Karim Kal a travaillé dans le cadre de la première année de cette commande. 2017, Lingde avec un intitulé qui dépasse la manière de nommer une ligne de transport, de RER que l'on reconnaît, mais qui est bien plus que cela. Mais le travail s'établit sur, là encore, une trajectoire et non pas la succession de ces stations, de ces gares, mais la réalité à tout point de vue social, urbanistique, humaine, qui s'organise autour. Oui, j'ai travaillé sur un ensemble de villes qui s'enchaînent dans l'est de l'Essonne et qui sont le long de la ligne D, justement. Et la ligne D vient déterminer un territoire. Il marque aussi une forme de relégation parce qu'on est très éloigné de Paris, on est à une 30aine de kilomètres de Paris. C'est assez cher de venir dans Paris. À l'époque où j'ai fait le projet, c'était assez cher. Et puis, les trains sont souvent en retard ou carrément en panne. Et donc,
c'est tout autant un moyen de transport qu'un marqueur d'une espèce de situation et d'une sensibilité qui va être liée à ces territoires. Et du coup, c'est pour ça que le titre, le D, est un peu traînant, il est un peu interprétatif quelque part. Ce sont des territoires qui m'intéressent particulièrement. On parle de Viry-Châtillon, Évry, Ris-Orangis, Corbeil-Essonnes, Grigny, Fleury-Mérogis, un ensemble de territoires où il y a des grands ensembles, principalement, des villes nouvelles, tout ça planté au milieu d'un territoire rural, agricole, et des grandes plaines agricoles. Ce sont des territoires qui sont soumis à des dynamiques de normalisation très fortes, la standardisation du logement. Pour ceux qui connaissent, par exemple, Évry, c'est une ville qui a été construite, c'est un ensemble de grands ensembles qui sont structurés autour d'un centre commercial comme centre-ville. Donc à un moment, on a considéré que c'était un petit peu le futur de la construction d'une ville. Ce serait constitué comme ça. Et j'ai eu envie, dans mon approche, dans mon travail, finalement de prendre le contrepoint de cette hyper-normalisation, de cette régulation, de cette visibilité des systèmes de contrôle, de surveillance, d'organisation. Et du coup, j'ai produit une série de photographies qui tend vers l'abstraction de manière assez simple. Donc j'ai réalisé des images en noir et blanc, de nuit, en utilisant un flash avec une portée assez courte et une vitesse d'obturation rapide. Et du coup, ce qui était visible dans les images, ce sont exclusivement les éléments qui étaient éclairés par le flash et proposer des images comme ça énigmatiques qui laissent une place ouverte à l'interprétation, non discursive quelque part, qui vont nous proposer de nous investir. Donc des images qui reprennent les principes fondamentaux de l'abstraction tels qu'on les connaît dans l'histoire de l'art. Et puis, donc là, vous avez une image qui s'appelle Poubelle, qui est à Évry. C'est un bord de route à Évry. Et puis, on voit cette poubelle qui est une poubelle Vigipirate. Donc, ces poubelles qui sont systématisées dans le paysage français après les attentats de 95. Ces sacs transparents dans lesquels on voit les objets qui sont disposés dedans et qui finissent par marquer, d'un point de vue politique, notre paysage. Je vais vous montrer une autre image. Là, on est à Ris-Orangis. Il s'agit d'une cage d'escalier au sens littéral du terme. Donc, c'est une cage qui a été posée sur un escalier. On est sur une place publique et il y avait un escalier qui descendait sous la dalle. Et pour limiter l'accès aux espaces souterrains, on a construit cette cage. Voilà. C'est une évocation symbolique assez forte. Comme ça, du rapport que la collectivité entretient avec les populations. Mais il se trouve aussi que c'est un objet qui, pour moi, évoque les peintures de Peter Halley. Donc Peter Halley, qui est un néo-géo, qui a peint ces 30-40 dernières années des cellules en 2 dimensions, comme ça. Ce sont des formes abstraites, mais qui évoquent clairement, en réfléchissant à une forme de géométrisation du réel, qui évoque la diffusion du pouvoir de police dans nos sociétés démocratiques occidentales. Et donc mon approche a été double. Ça a été de rechercher ces éléments qui renvoyaient à cette histoire de l'art, de tous ces abstraits géométriques qui parlent de politique finalement dans leur représentation, et puis ou alors proposer des images plus mystérieuses, oniriques, qui permettaient une forme d'errance dans des territoires pas destinés à la poésie initialement. Là, on est face à une sortie d'une gare de RER à Viry-Châtillon. Donc en imaginant qu'on arrive à destination dans une ville en sachant pas ou peu où on arrive, on a ces éléments qui balisent notre arrivée, une caméra de vidéosurveillance, une poubelle et puis une communication très simple comme ça de la société de transport. Ici, on est à Grigny, à la Grande Borne. Il s'agit d'un sentier, ces sentiers urbains qui sont tracés dans des plates-bandes quand
quand les systèmes de circulation ne sont pas adaptés aux besoins de la population, on va tracer ces lignes de désir. Voilà, c'est une forme que j'ai observée dans d'autres projets. Et puis maintenant, quand je travaille à un territoire et que cette forme apparaît, je la photographie. L'idée étant aussi de réaliser des images avec le point de vue de celui qui va utiliser, qui va user le territoire, qui va le traverser dans quelque chose de projectif. Là, on est derrière la gare de RER de Viry-Châtillon. Là, il s'agit de... Alors, j'ai pas su si c'était une médiathèque ou une bibliothèque au Tarteret, à Corbeil-Essonnes. Donc, visiblement, le bâtiment a été brûlé et le temps des travaux, pour pas que le bâtiment soit encore plus détérioré avant sa réouverture, il a été réalisé un mur à la place de la porte coulissante et donc un carré blanc comme ça, immaculé. Là, on est face à un bâtiment public à Lys. On a l'utilisation de ce matériau qui est un matériau normalement qui est utilisé pour construire des escaliers techniques, des issues de secours derrière les bâtiments, et qui est de plus en plus employé comme ça sur des bâtiments publics sous prétexte d'ornementation. En fait, c'est un bâtiment qui rend invandalisable. C'est un matériau qui rend invandalisable le bâtiment. C'est une espèce de grille et donc il ne peut pas y avoir de graffiti, d'affiches collées ou de destruction volontaire. Là, on est devant le collège de la Cité du Canal à Courcouronnes. Voilà, on a en arrière-plan estompé, on a le drapeau français et puis les liberté, égalité, fraternité sur la façade du collège. Ici, on est sous un pont de RER à Grigny. Et on a ces deux panneaux qui se côtoient à l'Al Market, à l'Al City Market, et puis le magasin Aldi qui est un discounter. Et cette proximité des deux panneaux faisait la jonction entre la question communautaire et la question sociale. Voilà, une association qu'on n'a pas tout à fait le droit de faire médiatiquement et qui là était physiquement présente dans le paysage. Ici, on est à la sortie d'une gare de RER à Évry. Donc on a le panneau de signalisation, enfin l'écran qui nous tourne le dos. On a la petite caméra toujours. On a des entraves pour limiter l'accès aux voitures. Une poubelle toujours. Là, on est devant un collège à Grigny 2. Alors probablement pour sécuriser les abords du collège, on a disposé ces plots qui sont des blocs de béton, voilà, qui pour moi évoquent un peu plus un état de siège ou un état de guerre ou la sécurisation de Bagdad que les abords d'un collège en France. Ici, on est sur le toit d'un supermarché à Ris-Orangis qui a été dessiné par Claude Parent. Et on est au-dessus d'un lotissement, alors on ne le voit pas là, à cause de mon dispositif, mais au-dessus d'un lotissement où Derrida a passé les dernières années de sa vie. Et voilà, il y avait cette enseigne Dragon d'Or qui m'intéressait, qui évoque un restaurant asiatique. C'est pas exactement chinois, vietnamien, avec cet effet de lissage de la banlieue où finalement l'appartenance à ce peuple de banlieue va prédominer finalement aux origines, aux racines. Et puis dans le même temps, en fait, je savais pas trop comment, pour l'anecdote, je savais pas trop comment réaliser cette image. Tous les éléments sur place m'intéressaient. Et puis je regardais mes mails sur mon téléphone et je reçois un carton d'invitation pour une expo d'Ed Ruscha avec un panneau d'Hollywood à l'envers, ces toiles très connues. Et j'ai levé les yeux, j'ai vu Dragon d'Or et bon, c'était mon Hollywood. Ça, c'est une plante qui a poussé dans un objet qui devait être une canalisation. Une plante qui a l'air hyper vigoureuse et en même temps un petit peu maléfique.
Et elle me renvoyait à l'idée de l'informe des surréalistes. Et voilà, le surréalisme a une place importante pour moi qui travaille la photographie, et une photographie qui questionne la société. Et c'était l'occasion de faire rentrer cette référence dans le projet. Ici, c'est un abribus à Évry, un abribus en béton, indestructible. Et pour finir cette photographie à Fleury-Mérogis, on voit en arrière-plan, c'est un bâtiment d'une zone industrielle qui est... on ne sait pas s'il a été abandonné, s'il a été désossé ou s'il n'est pas fini. Voilà, et la nature a repris ses droits là-dessus comme une espèce de reflux de la civilisation. Et je crois qu'on est au bout de... Merci, peut-être tu peux de me la remettre sélection. cette image. Ah, Comme ça. on est sorti de l'affichage. Oui, donc on le voit, Karim, par le dispositif, par le protocole reconduit de prise de vue, frontalité, langage descriptif. L'image s'organise dans le cadrage et la composition autour d'un vide, et de cette dimension très, très sombre ou noire, ou parfois une surface au contraire blanche, mais l'image s'organise beaucoup autour de ce vide qui la construit, et tous ces indices, bien souvent et pas systématiquement, puisque ton travail se nourrit de ce qui se présente à toi, d'éléments qui disent fragmentairement une situation donnée, concrète, dans un lieu donné, mais aussi par extension, et on l'entend en t'écoutant, par métaphore d'une situation sociale, humaine, d'une manière d'aménager un espace de vie et les conditions qui peuvent s'y établir. On pourrait parler aussi de confort de vie ou d'inconfort ou de relations. Tu l'as exprimé de différentes manières. Les blocs de béton qui établissent des échos à des situations lointaines et avec lesquelles nous entretenons de nombreux liens. Et donc, c'est aussi, au-delà de cette traversée d'une portion du territoire grand parisien, un paysage français que tu construis, en tout cas à travers ce filtre-là de ton approche. Ouais, on parle de territoire, de quartier où on regroupe des gens par leurs caractéristiques sociales, où on se retrouve quasiment avec que des immigrés, des enfants d'immigrés qui sont installés. On parle de situations qui sont parfois à la limite du supportable d'un point de vue de la sécurité ou des conditions matérielles, même de questions d'hygiène. Tu parlais au début, en expliquant la commande, tu l'as justifié par des questions de déficit de représentation. Moi, j'ai choisi ce territoire de l'Essonne parce que, aussi en banlieue, au début des années 2010, c'est un territoire qui était sous-représenté, ou en tout cas qui avait qui était beaucoup moins émetteur culturel que d'autres territoires de banlieue en région parisienne. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis ou au Val d'Oise, où on a des figures qui ont émergé de ces territoires et qui sont connues, qui occupent l'espace médiatique, qui parlent de leur réalité, qui ont chroniqué leur réalité à travers différents médias, différentes formes créatives aussi. Et puis l'Essonne restait un petit peu à la traîne de ces dynamiques-là. Et c'était plus tout à fait le cas au moment où j'ai commencé le projet, où il y a un groupe de rap qui est devenu un groupe de rap connu et écouté dans toute la France, qui est PNL. Mais c'est la première figure culturelle majeure qui a été issue de ces territoires-là. Donc c'est des territoires qui sont très importants et en même temps assez marginalisés aussi en termes de représentation. Et ça, c'est une motivation supplémentaire dans la démarche documentaire, pour moi en tout cas. Il faut parler de la mise en forme aussi, puisque nous regardons un diaporama, des images apparaissant sur un même écran. Voilà, parlons de tes choix plastiques, de dimensions et de ce qu'elle propose, ces dimensions de l'image au regardeur.
Oui, toutes les images partent du même principe. En fait, le point de vue est droit, à hauteur. C'est un point de vue qui est un point de vue qui se veut naturaliste, qui veut emprunter le regard de celui qui est sur le territoire, finalement. Et puis, ce mécanisme d'abstraction va inviter le regardeur à s'imaginer dans la situation de celui qui existe dans le territoire, en tout cas se projeter d'un point de vue personnel. Et du coup, la dimension immersive est importante et pour ça, on a réalisé des grands formats. Donc, ce sont des tirages qui font 1,80 m de grand côté, sans encadrement. Ce sont des tirages sur un papier barité qui va transcender un peu le noir de l'image. Et puis, il n'y a pas de limite à ce noir. Et donc, on est face à un écran, face à une fenêtre, on est face à un paysage et finalement, le format de l'image va permettre de se positionner physiquement. Voilà, l'épreuve du paysage d'un point de vue physique, c'est quelque chose d'important dont on a tous fait l'expérience. On rejoue ce principe avec les pièces. Et ce sont les pièces qui seront présentées à l'expo l'année prochaine. La totalité des œuvres remises pour la commande, c'est 5 images. 5 grands formats, oui. Et tu nous as montré et commenté plusieurs images. C'est-à-dire que dans ce temps de création, dans le contexte de la commande, nous convenons ensemble d'un groupe d'œuvres qui correspond dans une réalité pragmatique, économique à la production des œuvres et aux honoraires des artistes. Et on l'a bien vu, tu as produit d'autres images qui t'appartiennent, qui sont produites dans un même temps et qui augmentent ce temps de création. Oui, c'est une série qui comprend 40 photographies. Là, je vous en ai montré une quinzaine. Il fallait aussi sélectionner en fonction de la situation du cadre de ce soir. C'est une quarantaine de photographies. La motivation, après l'implication dans le projet, ça dépasse évidemment le cadre de la commande. Et la commande, c'est aussi un prétexte, une occasion pour réaliser un projet qu'on a déjà en tête ou qui nous anime ou qui nous tient à cœur. Et à ce moment-là, il n'y a plus de limite. C'est un appui très fort, la commande, mais c'est aussi une impulsion. Et cette impulsion, ensuite, elle n'a pas à se cantonner finalement aux limites du cadre prédéfini. Pour ce qui est de ton travail, Aurore, il s'est construit vraiment, là aussi, bien sûr, comme pour tout artiste photographe, dans la production d'un certain nombre d'images, et puis qui s'est construit, qui s'est structuré en chapitres, dont on a vu les différentes séquences. Et il y a un dispositif d'exposition auquel tu penses et que nous allons réaliser ensemble pour l'exposition l'année prochaine, avec un système qui articule la grille. Oui, du coup, pour l'exposition, j'ai choisi de tirer environ une trentaine d'images en petit format pour qu'il y ait un principe en fait, d'équivalence entre les différences d'images pour évoquer une sorte de répertoire de formes, comme il s'agit des formes de l'eau, puis quelques grands formats pour annoncer les différentes séries, pour faire des fenêtres, pour que le spectateur puisse entrer dans chaque série facilement. Après, voilà, je pense que vous rencontrez ce soir. Oui. Donc c'est peut-être difficile de vous amener à vous parler l'un l'autre en notre présence, mais j'avais envie de vous en donner la possibilité, en tout cas, d'engager la discussion un petit peu. Et on peut le faire plus largement avec vous toutes et tous qui nous écoutez. Nous en remercions attentivement. Considérez-vous que vos langages sont plutôt proches et en même temps chacun avec son langage propre, mais il y a cette approche de construction d'une connaissance et on l'entend à différents niveaux qui vous appartiennent, au-delà de la représentation d'une réalité donnée, la construction de métaphores et de propositions qui sont faites aux regardeurs d'aborder cette connaissance offerte par les images et d'aller vers d'autres champs cognitifs ou poétiques qui leur appartiennent aussi, mais que vous suggérez en leur imagination à travers le regard.
Mais je crois que si on peut faire un parallèle, on s'est tous les deux confrontés à des questions structurelles. En fait, on est, ce qui va nous intéresser, c'est le balisage, c'est les éléments qui structurent le collectif, et non pas, comme c'est très souvent le cas dans l'image documentaire, l'exemplarité par des situations illustratives quelque part. Et on se confronte tous les deux voilà, c'est ça, peut-être aux conditions générales. Alors, d'une manière plus évidemment politique peut-être de mon côté et plus subtilement politique du côté d'Aurore, mais cette question du cadre de vie, des conditions générales, oui, je crois que c'est ce qui nous anime. Et ce qui... voilà, et peut-être c'est quelque chose dont le CNAP et Médicis ont été sensibles, auxquels... voilà, attentifs en tout cas. Et voilà, c'est des productions qui trouvent assez peu leur place dans un cadre médiatique dédié à la photographie, comme la presse. Il faut ce temps long des arts plastiques pour pouvoir rentrer dans ce type de problématiques. Oui, voilà. et puis ce que je trouve aussi, c'est il y a cette relation entre le centre et sa périphérie, c'est-à-dire qu'entre la banlieue et Paris aussi, je trouve qui est très présente dans ton travail, et puis aussi sur comment dire, des images, comme tu parlais de miroirs, enfin, qui sont très sombres et qui montrent, et en même temps qui occultent le regard, je trouve que, voilà, qui justement pose cette question de la représentation de la banlieue aussi. Et il y a une dimension transhistorique qu'on a bien entendu que vous abordez dans le présent, des traces de plusieurs temporalités longues, voire très très longues, à l'échelle du temps infini de l'univers, avec Aurore, et à travers une histoire française depuis l'Ancien Régime. Peut-être plus court, mais pas tant que ça, parce qu'il y a plusieurs moments de l'histoire d'aménagement et de construction du territoire grand parisien dans ton travail aussi, Karim. Ouais, moi je suis sur une échelle qui est de l'ordre de la cinquantaine, soixantaine d'années, avec ce renoncement des utopies des années 60. Ouais. Et très clairement, c'est une temporalité que j'aime analyser, observer, critiquer. Ouais. Je crois que c'est le moment de vous donner la parole si vous souhaitez vous en saisir. Sentez-vous très à l'aise de prendre. Bruno Chalifour, on va te passer le micro, Bruno. Merci. Donc justement, au niveau des points communs entre les deux projets, moi, il me semble qu'il y a aussi une dimension historique au niveau de la photographie même. Parce que je trouve que tous les deux, vous êtes directement dans la lignée des New Topographics, l'exposition de 1975, dans le sens que, Aurore, tu utilises la grille Scher au Bécher et les typologies. Je ne sais pas l'ensemble du projet, mais il y a une référence à ça. Et de l'autre côté, Karim, je trouve que ton étude des périphéries, l'étude frontale, minimalistique, ça me fait beaucoup penser au travail de Lewis Bourse. Donc je pense que cet héritage historique, photographique, à mon avis, c'est aussi une des choses que nous avons en commun. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est ce que moi j'ai pu voir. Du point de vue de la forme, ouais, effectivement, c'est un photographe qui est important, Lewis Bolt. Après, j'ai vraiment en tout cas, j'ai l'impression d'être habité par ce chemin politique des néo-géos, des abstraits géométriques, que ce soit Mossé ou Peter Halley. Et cette simplification de la forme, elle est aussi pour s'approcher des problématiques soulevées par Foucault et par cette question de la diffusion du pouvoir. C'est cette clé de lecture, voilà, qui va nous mettre en perspective une espèce de, sans être complotiste, mais une espèce de fascisme sous-jacent à nos démocraties occidentales. Et voilà, alors c'est des choses qui affleurent certainement dans le travail de Boltz, mais qui sont moins énoncées que chez les néo-géos. Ouais.
Bonsoir, merci beaucoup. Jörg Bader, je vous présente, vous reconnaissant dans la salle. Moi, je suis surtout étonné. Bon, les deux travaux sont très intéressants. Ce qui est surprenant, enfin, c'est pas surprenant quand on est le travail de Karim Kal, mais je suis surpris à ce qu'il y ait une institution publique qui a le courage d'engager un photographe chargé à photographier le territoire quand on sait qu'il travaille majoritairement, et là on le voit très bien, sur la frustration de voir. On pourrait même dire qu'il brosse un portrait assez noir de la banlieue. Il y a énormément de noir. On voit beaucoup moins que ce que le cadre permettrait. Alors, je apprécie beaucoup ce travail. Moi, je pose la question plutôt à Pascal Bos, comment l'institution peut accueillir un tel travail dans son sein. À tout point de vue, avec grand intérêt. Karim participe pleinement à une scène qui est la nôtre, une scène photographique en France. Il faut dire que cette commande, c'est aussi un observatoire d'une création photographique sur notre scène française en train de se construire sous nos yeux à travers le déploiement de recherches qui se construisent pour chacun de ces artistes. Donc il nous tient beaucoup à cœur. C'est l'un des axes forts de la constitution de la collection et depuis très longtemps d'intégrer dans la collection nationale des œuvres qui représentent sans concession et avec la force du langage photographique, les réalités qui nous environnent et auxquelles nous participons, auxquelles nous sommes liés par tous nos statuts, pas seulement de regardeurs, mais de citoyens. Donc c'est tout naturel et important pour nous. Oui, c'est un souci important et sur une durée longue dans la construction de la collection du CNAP. Et Bruno citait tout à l'heure Louis Bowles, qui est présent, évidemment, dans cette collection. Et donc... si je dois répondre en conservateur d'une collection, oui, nous avons conscience du déploiement de l'histoire et de l'enregistrement, ou de la construction, ou de la participation à la construction d'une histoire de la photographie à travers la constitution d'une collection s'établissant sur un temps long. Et ces travaux se retrouvent pas seulement physiquement dans des réserves, mais au travers de différents projets d'exposition côte à côte, potentiellement en dialogue, et nous amenant à aborder différentes périodes de la photographie et concrètement l'évolution de notre monde, de la manière dont il se construit ou se déconstruit sous nos yeux et avec notre participation volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Je pense que c'est l'une des forces de la photographie, de participer, non pas d'accompagner cette déconstruction, mais de la montrer avec un langage qui se construit très précis pour l'une et l'autre et qui nous amène non seulement de la connaissance, mais des intuitions et des invitations à penser autrement, politiquement, les images. Oui, bien sûr, c'est crucial. Et ça traverse sur une durée bien longue qui me précède et je ne suis qu'un passager en tant que conservateur de cette collection avec le souci du temps long d'une collection telle que la nôtre qui a été créée, je le disais, à la Révolution et qui est, selon le Code du patrimoine en France, inaliénable, imprescriptible. Donc on constitue aussi à travers une collection de photographies une mémoire, pas seulement de l'histoire de la photographie et des formes, mais aussi de ce que c'est que notre pays et plus largement du monde, puisque la collection est internationale, elle se concentre très fortement depuis toujours sur la scène française, mais coexistent dans la collection des photographes appartenant à bien des scènes qui sont en dialogue par la proximité géographique ou culturelle et aussi très éloignée et que nous pouvons ensuite agencer dans le cadre de projets d'exposition qui sont aussi un lieu de production de connaissances, en tout cas de proposition qui est faite à la communauté des regardeurs. Oui, donc ça nous importe très fortement lorsque nous voyons arriver ces projets et que nous décidons avec un comité scientifique de les retenir,
d'enregistrer tous ces aspects-là, oui, sans réserve. Pour compléter, il y a l'institution et puis il y a aussi la volonté de gens qui y travaillent. Et effectivement, ça tient à des rencontres, à l'engagement de personnes. En l'occurrence, Pascal est attentif à ce que je fais depuis de nombreuses années. Et je pense que cette bienveillance, cette attention, c'est quelque chose qui compte. L'intérêt aussi de Clément Postec aux ateliers Médicis, c'est aussi quelque chose qui a compté dans la réalisation de ce travail. Et finalement, les institutions incarnent un projet, s'inscrivent dans une histoire, mais sont aussi animées par les gens qui y travaillent, quoi. Et, je pense. Merci, bonjour, puis merci pour cette présentation. J'ai une question qui me taraude là, c'est que j'ai entendu dire, Karim, que voilà, c'était ce qu'on voyait dans tes photos là, c'était un peu la faillite des utopies des années 60 que j'ai connues, vu mon âge. Et quand je vois ça, et dans le cas du Grand Paris, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec le Grand Paris? Est-ce que ça va être une nouvelle utopie qui va se transformer en dystopie, je dirais? Quand je vois certaines photos, je sais pas, j'ai une sorte... j'ai envie d'être dans 60 ans et d'avoir la même présentation et de voir que finalement, effectivement... on a été vers quelque chose de mieux. Voilà. Après, on ne s'échappe pas de son époque. Et les crispations aussi, qui sont incarnées par cette question du dialogue entre la périphérie et le centre depuis les années 90, c'est des choses que je vis moi aussi personnellement de manière assez forte, qui m'intéressent, qui me préoccupent. Et peut-être qu'on passera à d'autres problématiques un peu plus tard, hein, ça, on n'est pas à l'abri d'un futur positif. Mais... Oui, puisqu'on perçoit en vous écoutant, à travers votre regard sur le travail, en écoutant Aurore et Karim, c'est que la photographie, dans sa force de réalisme, à travers des langages documentaires, est nourrie par une histoire longue, et je dirais notamment depuis 50 ans de l'histoire de la pratique de la photographie documentaire, de sa construction, de son invention, de sa réinvention, à travers différents moments, et notamment, bien sûr, ce moment fondateur important des New Topographics, mais c'est que au-delà de cette force de réalisme et de sa puissance descriptive, un projet d'artistes tels qu'Aurore et Baghari et Karim Kal peut, et notamment avec ce que l'on disait du travail de Karim, peut contenir des traces d'anticipation. Enfin, tout d'un coup, en vous écoutant, je pensais à James Graham Ballard, peut-être parce que je l'aime énormément, mais parce qu'en le lisant... et avec sa manière de travailler au cœur du réel, dans la périphérie de Londres, dans un cottage qui n'en est plus un, qui est environné par des voies rapides, des immeubles, des cités nouvelles, au cœur de cités nouvelles, et avec une pile de magazines de Paris Match au pied de son fauteuil de lecture, c'est-à-dire dans un rapport aux images qui sont produites dans le champ médiatique pour traiter d'une actualité. Il nous annonce... un futur tout proche, en germe, dans le présent que nous habitons. Et oui, je pense que, en tout cas, cette lecture vous appartient, mais je ne pense pas que tu cherches à noircir le tableau, mais à regarder au contraire très lucidement le réel. Non, et l'idée de la formulation et l'emprunt à l'abstraction, c'est aussi d'aller vers un espace interrogatif, hein, pas forcément discursif, alors un peu inquiet. Moi, je m'intéresse à la société, et puis depuis 2005, la moitié des hommes politiques en France et des femmes construisent leur succès sur le rejet des populations de banlieue. C'est un symptôme qui est quand même très fort. On peut pas s'y soustraire, et on peut pas ne pas le voir. Et voilà, donc il y a une forme d'inquiétude, ouais, c'est sûr. Après, ce que ça deviendra, on garde de l'espoir. Après, quand on est un petit peu familier aussi des territoires
de périphérie, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose au-delà des symptômes sociaux négatifs, hein, mais voilà, en tout cas, c'est ma direction. Merci beaucoup Karim, Karl et Aurore Bagari pour ce temps de partage. Il est temps de nous quitter, mais nous pourrons prolonger la discussion à la suite immédiate de cette conversation, à laquelle je vous remercie encore d'avoir participé par votre écoute. Et à l'occasion donc de l'exposition qui sera consacrée aux 5 premières années de ce programme, nous l'annoncions avec Clément Postec et les ateliers Médicis au début de ce temps de parole. L'année prochaine, nous vous donnons rendez-vous au Magasin Généraux à partir du 23 juin pour une durée de 4 mois d'exposition où tout cela sera en jeu, avec les travaux d'Aurore et Karim et des 33 autres artistes qui ont travaillé dans cette même temporalité. Et nous produirons un grand nombre de moments différents de discussion, non pas seulement de monstration, de présentation, de mise en regard, en articulation, en dialogue de ces 35 œuvres, mais aussi ce sera l'occasion de débats, de rencontres, de conférences. Vous êtes toutes et tous invités en vous attendant impatiemment l'année prochaine. D'ici là, bonne soirée et bonne foire, bon Paris photo, puisqu'il nous reste encore 3 jours pour bien en profiter. Et à tout bientôt.